Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Dans cette nouvelle vidéo de cours sécurité des systèmes d'information, dans cette deuxième partie du dernier chapitre concernant la protection des systèmes d'information, aujourd'hui on va voir une des techniques principales utilisées pour la protection des systèmes, pour l'implémentation de sécurité informatique, c'est la détection d'intrusion. Donc, après qu'on a vu dans la vidéo précédente la classification des catégories des techniques, on a vu que la détection d'intrusion est une technique qui est classée dans la catégorie de détection, bien dans la phase de détection. Mais en réalité, selon l'implémentation, elle peut être classée aussi dans la partie prévention. En fait, on parle des systèmes de détection d'intrusion et systèmes de prévention d'intrusion, EDS et IPS. Donc, c'est quoi un système de détection d'intrusion? C'est un mécanisme qui est destiné à repérer des activités suspectes en analysant soit un réseau local, soit une machine. Ce repère et cette détection ou bien prévention est faite en basant sur une certaine base de connaissances qu'on va la discuter par la suite. Ce mécanisme ou bien ce système-là consiste à révéler l'activité intrusive dans un système informatique en basant sur l'observation de l'activité, donc en basant sur la capture des informations, la capture des paquets généralement réseau ou bien des données qui existent, des activités même du système, en les comparant par les règles qui existent dans la base de connaissances pour détecter ou bien pour prévenir une attaque de se produire dans notre système. Comme vous voyez ici, le schéma ici, donc il y a plusieurs. Généralement, les IDS, ce sont des systèmes, ce sont des logiciels qui sont soit installés sur une machine, soit installés au bout du réseau dans les pare-feux physiques qu'on va voir dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, il y a des types de réponses aussi. Il y a une analyse des données et un ensemble de messages d'alerte ou bien des réactions qu'on va voir les types de réactions par la suite. Donc on protège généralement soit le réseau local de notre système par rapport à Internet, soit on protège les machines tout seul. Il y a plusieurs types de systèmes de détection d'intrusion. Généralement, les IDS sont classés selon 3 catégories, ou bien selon 3 critères de classification, tout comme l'attaque qu'on a vu lorsqu'on a classé les attaques en 4 classifications différentes. Donc on a selon la méthode de détection ou bien de prévention, selon l'emplacement de l'IDS, l'emplacement de l'installation, ou bien la cible traitée, ou bien la cible analysée, et les IDS selon le comportement de réaction, comment l'IDS va réagir contre l'attaque détectée. Donc en commençant par la première classification, c'est selon la méthode de détection, on distingue deux types. Le premier type, c'est par scénario. C'est ce qu'on appelle la détection dits malveillants. C'est une détection à base de règles prédéfinies, à base d'un ensemble de scénarios qu'on doit définir pour notre IDS manuellement, qu'on fait la mise à jour manuellement. Il est implémenté généralement dans les systèmes experts, dans le raisonnement sur le modèle. Les gens qui font des data mining, de l'intelligence artificielle, savent bien ce domaine-là, savent bien la base de données KDD, des intrusions, qui est très utilisée par les chercheurs académiques dans le domaine de recherche, dans le domaine de data mining, spécialement la détection d'intrusions. Ce type des IDS présente quelques inconvénients. C'est la difficulté de construire une base de signature complète. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer tous les scénarios possibles? Et dans ce cas, si c'est clair qu'on ne peut pas, donc tout scénario qui n'est pas cité dans la base ou bien qui n'est pas mentionné dans la base des signatures ou bien dans la base des règles est une attaque inconnue.
donc impossible de la détecter. Le deuxième type, c'est les IDS par comportement. Celles-là sont différentes par rapport à scénario parce qu'ils ne possèdent pas des scénarios prédéfinis, mais beaucoup plus des comportements d'utilisateurs qui utilisent le système d'information. Ils détectent généralement les changements comme par exemple la vitesse de tape dans le clavier. Si vous avez l'habitude de taper votre mot de passe en vitesse de 3 lettres par seconde, et un jour vous tapez votre mot de passe, vous tapez une lettre par seconde, ou bien une lettre par 3 secondes, ce qui signifie un changement radical dans le comportement de l'utilisateur, l'IDS va, par exemple, va empêcher l'utilisateur d'entrer même s'il tape le bon mot de passe. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement dans le comportement d'utilisateur qui, pour l'IDS, n'est pas le même utilisateur qui tape. Ce type des IDS, il est implémenté en utilisant une technique d'observation des seuils. C'est une branche aussi de l'intelligence artificielle. Profilage statique ou bien dynamique des utilisateurs. Un profilage adaptatif ou bien ce qu'on appelle dynamique aussi. C'est ce qui permet de faire les mises à jour tout seul. Les approches immunologiques qui sont inspirées du système immunitaire de l'être humain et plusieurs techniques. Malheureusement, ce type d'IDS, il est rarement implémenté parce qu'il présente beaucoup d'inconvénients par rapport aux IDS par scénario. S'il réside dans, par exemple, le choix des bons paramètres pour le modèle statistique. Donc, quel est par exemple le seuil à accepter dans la vitesse de tape? Quelle est la différence, le seuil de différence de vitesse de tape dans le clavier? Si on a un utilisateur qui a l'habitude d'utiliser les deux mains, c'est un informaticien qui tape 3 ou bien 5 caractères par seconde. Alors un jour, il s'est cassé sa main, donc il utilise une seule main qui n'a pas l'habitude de le faire. On a changé le clavier, on a changé la langue du clavier. Parfois, nous-mêmes, les informaticiens, si on tape en arabe dans un clavier qui ne contient pas, ou bien même contient les lettres arabes, on trouve des difficultés. Parce qu'on a l'habitude d'utiliser les lettres latines, etc. Donc, quel est le seuil à accepter? Quelle est l'hypothèse d'une distribution normale des différentes mesures qui ne sont pas approuvées? Par exemple, difficulté à décider est-ce qu'un changement est radical ou non. Le problème de ces IDS est il ne détecte pas généralement les changements lents, ou bien un utilisateur qui peut changer lentement son comportement. Il a l'habitude, par exemple, il a un nouveau mot de passe. Aujourd'hui, c'est un nouveau mot de passe, il n'a pas l'habitude de le taper rapidement, donc il tape, je sais pas, 3 caractères par seconde. Par la suite, lorsqu'il tape plusieurs fois le même mot de passe tous les jours, auprès d'un mois, peut-être une semaine, il va commencer à taper le mot de passe en 5 caractères par seconde. Après, il peut le taper même tout le mot de passe s'il n'est pas trop long, tout le mot de passe en une seconde. Donc, c'est des changements de temps en temps, des changements très lents qui peuvent cacher certaines attaques. Donc, comme par exemple l'utilisateur qui tape les mots de passe en 5 caractères par seconde. Si un autre utilisateur utilise le même mot de passe avec la même vitesse, l'IDS ne peut pas détecter la différence. Donc il faut baser sur d'autres paramètres. Quels sont ces paramètres? Comment les initialiser? Quel est le seuil de ces paramètres? Jusqu'à quand on peut dire que le changement il est radical ou non? Donc c'est ça l'ensemble des inconvénients de ce type d'IDS. Une deuxième classification des IDS, c'est selon le comportement de la réaction, comment il va réagir cet IDS, notre système de détection d'intrusion. Il y a aussi deux types. Il y a les IDS passifs qui ne fait rien que signaler des messages, c'est-à-dire
il envoie le message à l'administrateur du réseau ou bien l'administrateur de sécurité sans rien faire à l'action suspecte. L'action suspecte va continuer son travail jusqu'à ce que l'administrateur lui-même réagisse manuellement. Sinon, il y a d'autres IDS qui sont actifs, qui permettent de réagir, ou bien qui peuvent réagir tout seuls contre les actions. Par exemple, ils peuvent bloquer directement la connexion s'il y a une attaque DOS ou bien DDoS. Ils peuvent bloquer un programme de fonctionner, ils peuvent arrêter un processus, ils peuvent bloquer des pages web, etc. Donc, c'est la réaction contre l'attaque que l'IDS le fait automatiquement sans l'intervention de l'administrateur. Et la troisième classification des IDS, c'est la classification selon l'emplacement ou bien selon la cible traitée ou bien la cible analysée. On distingue trois types. C'est les IDS hôtes qui permettent l'analyse d'une seule machine, un ordinateur, un serveur, un téléphone, etc. Les IDS réseau qui analysent, qui s'installent comme vous voyez dans le schéma de la définition. Un IDS qui s'installe entre le réseau local et l'Internet, le réseau externe, pardon, de l'entreprise, qui permet d'analyser tous les paquets du réseau local circulant dans le réseau local ou bien sortant ou entrant du réseau local vers l'extérieur, depuis ou vers l'extérieur. Donc c'est la protection, c'est ce qu'on appelle les IDS, network. Donc c'est des IDS qui protègent un réseau local. Mais maintenant, la quasi-totalité des IDS, ce sont des IDS hybrides, c'est-à-dire qu'ils peuvent analyser une machine ou bien un réseau, ou bien les deux en même temps, c'est-à-dire donc un réseau local vis-à-vis d'Internet ainsi que les machines du réseau entre elles. Les limites, les défauts, même les systèmes qu'on va voir après, les techniques de sécurité qui existent, subissent aussi des attaques. Il y a aussi d'autres attaques qui ciblent directement les techniques de sécurité. L'une des techniques qui est plus ciblée, qui est plus attaquée, c'est les IDS. En fait, ces limites-là peuvent être aussi appliquées sur les antivirus aussi, comme on a vu dans les types de virus, les types de malware, lorsqu'on a parlé des types de virus, les virus polymorphes, etc. Donc c'est la même chose. Donc les attaquants peuvent développer des techniques qui peuvent être classées en 6 catégories. Premièrement, l'insertion, c'est-à-dire de ne pas attaquer ou bien envoyer le flux ou bien le scénario suspect à la fois, mais c'est-à-dire dans l'ordre, mais d'une façon à insérer quelques instructions au milieu. Si on peut imaginer par exemple ce scénario-là, si on pouvait dire que tout paquet de données qui contient par exemple en Java la chaîne qui contient cette chaîne là on dit A ou bien S égale à BBA. Donc elle est considérée comme par exemple un flux suspect. Dans la technique d'insertion, ils peuvent faire think S reçoit par exemple AAA XBX AAA. Donc insérer quelques caractères de plus au milieu ou bien à la fin qui permet de cacher la signature exacte, de l'attaque. Donc c'est ça la technique d'insertion. Donc c'est insérer des données au flux suspect afin de perturber le fonctionnement. Il y a la deuxième technique, c'est la fragmentation qui permet de diviser le flux en plusieurs flux. De telle façon que, par exemple, on voyait, si on parle d'une technique de fragmentation, de dire un think S
le reçoit AAA. Et un autre M reçoit VA. Et puis, à la fin, il y aura une chaîne qui est égale à S, qui est égale à la concaténation. Donc, cette technique-là permet de fragmenter l'attaque. Bien sûr, peut-être qu'il y aura un peu de code ici, ce qui permet de fragmenter le flux en plusieurs flux. Pourquoi pas envoyer un paquet de données, par exemple, dans le réseau qui contient cette chaîne de caractères, un autre qui contient celle-là, et un troisième paquet qui concatène localement les deux chaînes. Donc, passer par un IDS réseau sans faire être détecté. La troisième technique, c'est la distribution. C'est l'utilisation de plusieurs ressources. C'est le cas des attaques généralement DDoS qui permettent l'utilisation de plusieurs ressources ou bien plusieurs sources aussi pour envoyer presque comme le même exemple ici, c'est l'utilisation de plusieurs ressources comme les variables, donc l'utilisation de plusieurs cases mémoire au lieu d'une seule case, etc. La quatrième technique, c'est l'élimination. C'est tout simplement des attaques qui visent directement l'IDS en les inonder par un nombre important de paquets, un nombre important de notifications de telle façon à bloquer l'IDS lui-même. Ou même pousser l'administrateur à arrêter le processus de l'IDS ou bien en raison du nombre important des notifications. Il y a la substitution qui consiste à, au lieu d'envoyer la chaîne comme telle est, il envoie BAA, BAA par exemple. Et une autre chaîne de caractères qui permettent de faire l'échange de une boucle ou bien une méthode qui permet de changer l'ordre des caractères localement. Il y a la technique de confusion aussi qui permettent, c'est tout comme les virus polymorphes, qui permettent d'utiliser les techniques avancées de la cryptographie pour chiffrer la signature ou bien le scénario d'attaque avant d'envoyer le flux. Donc le flux qui arrive un flux chiffré. Et le déchiffrement local permet de lancer le scénario. Donc c'est des limites qu'on peut retrouver contre toutes les techniques presque de sécurité. En pratique, l'IDS il est facile à implémenter, facile à programmer, mais ça reste un problème de règles. Comment définir les règles? Il faut bien maîtriser le domaine cible à traiter. Ici, dans la partie pratique, il y a aussi des outils, des IDS qui existent. Il y a des IDS gratuits et payants, des IDS open source, comme l'IDS le plus populaire, peut-être le plus utilisé, c'est Snort. C'est un IDS open source qui permet l'analyse et journalisation du trafic réseau IP et dans le réseau local ainsi que les machines. Il utilise un ensemble de règles. Je vais vous montrer les règles, quelques exemples et l'exemple d'exécution. Donc, il est contrôlé par l'invite de commande. Alors, en arrivant à la partie pratique de cette vidéo-là, comme j'ai dit, on a choisi l'outil Snort parce qu'il est gratuit, parce qu'il est open source, parce qu'il est facile à être utilisé. Donc Snort, vous pouvez l'installer sur Windows ou bien sous Linux. Il s'installe dans la même commande apt, comme toute application, il n'est pas très lourd. Il s'installe très rapidement sous Linux. Ça, parfois, je vous montre ici. Alors, installing and configuring Snort en Linux. Il y a une certaine configuration à faire sur Linux pour Snort sous Linux et même sous Windows. En effet, Windows, c'est l'opération un peu longue par rapport à Linux parce que le fichier doit être modifié
sur plusieurs parties par rapport à Linux qui est facile à modifier quelques règles, quelques petites lignes dans le fichier de configuration. La configuration est très facile, il est juste, je vais accéder au fichier tc snort, voilà, donc j'ai edit snort.conf, pardon, j'ai rajouté celle-là, voilà le fichier. Il y a certaines étapes à respecter comme la définition des variables de réseau utilisées, le décodeur, le moteur de détection ou bien de recherche, les bibliothèques. Donc certaines parties sous Linux, comme ces 4 parties, ne sont pas configurables, c'est-à-dire on n'a pas besoin de configurer parce qu'ils arrivent déjà configurés pour Linux. Pour Windows, il faut changer les chemins des fichiers. Ce qui m'intéresse, c'est la partie 7, c'est la liste des règles. C'est les règles de Snort que Snort utilise pour la détection. Voici tous les fichiers de règles utilisés. Snort arrive avec 1 million de règles prédéfinies. Donc voilà, jusqu'ici, c'est tous des règles de Snort qui sont utilisées. 1 million de règles, sinon il y en a d'autres bases de règles plus avancées de Snort, mais ces bases sont payantes. Comme vous voyez, j'ai rajouté le DS devant toutes les lignes pour désactiver l'utilisation de toutes les règles, pour faciliter l'utilisation, pour des raisons d'être rapide un peu dans la vidéo. J'ai laissé seulement un fichier que j'ai créé, que j'ai appelé myrules.rules. C'est le fichier que je vais définir mes propres rules, mes propres règles sur lui. Donc en passant, bien sûr, la première étape aussi, elle est importante, c'est la définition des variables, comme j'ai défini ici comme l'adresse homenet, comme l'adresse machine. Je peux définir l'adresse homenet comme l'adresse de mon propre réseau local carrément. Donc Snort, c'est ça son avantage, il marche, c'est un IDS hybride, comme le external net, etc. Donc c'est ça l'idée. Après la configuration, je vais vous montrer ls. Voici le contenu du dossier. Ce qui nous intéresse, c'est snort.conf pour la configuration et le dossier rules. Je vais faire ls du rules. Donc voici tous les fichiers de règles, les fichiers de réponse contre des attaques, les fichiers contre les attaques backdoor, un trafic lent, une connexion lente, des attaques DDoS, des attaques de suppression, le DNS, le DOS, l'exploit, FTP, etc. Et il y a toujours mon fichier que j'ai ajouté à ce dossier, que je vais utiliser pour ajouter mes propres règles à moi-même. Donc je vous montre comment écrire une règle simple en Snort. Je vais envoyer ça. Alors, j'ai edit rules myrules.rules. Voilà, j'ai défini déjà deux règles, mais je vais les refaire. Donc, la première, il y a des champs qui sont obligatoires. Il y a une structure à respecter pour écrire une règle Snort. La première, c'est l'action, soit alerte, soit log. Donc, soit afficher une alerte, soit loguer un fichier. Puis, la deuxième, c'est le protocole TCP ou bien UDP. Je vais définir plusieurs règles. Alerte sur le UDP. Je vais faire un log, sur le TCP. Je vais continuer avec la première règle, puis compléter les autres rapidement. Donc, alerte, première c'est l'action. La deuxième c'est le protocole. Le troisième champ c'est l'adresse IP source, c'est-à-dire soit une adresse, on dit
192 par exemple, 168.5.4 s'il y en a dans le réseau, soit une adresse réseau, soit une marge d'adresse, soit tout simplement on peut utiliser l'une des variables qu'on a utilisées comme le external net défini, ou bien on peut utiliser le mot-clé ini pour dire toute adresse, tout type d'adresse. Donc je vais utiliser moi external net pour vous montrer un peu l'utilité. Puis le port, je peux dire HTTP, FTP, n'importe quel port, ou bien numéro de port, port 80, ou bien n'importe quel port. Moi je préfère d'utiliser le mot ini dans les ports, quelle que soit source ou destination, pour capter tous les paquets arrivant de ces adresses ou bien partant de mon propre réseau local. Le signe de direction qui est obligatoire, puis l'adresse de destination. Je vais utiliser mon adresse ici. Dans les autres cas, je vais utiliser l'adresse ou bien les variables ou bien n'importe quelle adresse. Donc c'est ça la partie règle. Maintenant les options de la règle, on doit les écrire entre parenthèses. Donc quelles sont les options qu'on cherche? Il y a une panoplie en fait d'options. Il y a plus de 100 options dans Snort, mais il y a une option qui est obligatoire, c'est le SID. SID, c'est définir un identifiant de la règle qui est unique à la règle. Et puisque Snort arrive avec 1 million de règles prêtes, donc de préférence de donner un numéro, de commencer de 1 million 1 et continuer les autres règles. Donc je vais afficher l'option MSG pour afficher un message pour voir l'utilité. Donc je vais dire un paquet TCP vient de rentrer à la machine cible, là, ou bien à votre machine. Par exemple, on termine l'option par un point virgule. Donc comme ça, j'ai écrit une première règle. Je vais continuer l'écriture des autres règles rapidement. Par exemple, UDP de n'importe quel port vers n'importe quel port, de n'importe quelle adresse, pardon, de n'importe quel port vers n'importe quelle adresse, de n'importe quel port, et en disant, on donne un SID, 1 million 2, et un petit message de dire un paquet UDP ou bien un packet, utiliser un peu anglais, is entering or writing local network, comme par exemple l'option log au lieu alerte. Alerte permet d'afficher le message cible, celui-là, dans l'invite commande. Log permet de loguer en utilisant l'option, par exemple, home net, n'importe quel port, SID, log2, etc, snort, log.log, un fichier, par exemple, comme ça. On peut utiliser aussi les messages, un paquet, je vais copier le même message, pardon. Voilà, et je vais enlever celle-là. Comme ça, j'ai défini 4 règles, ou bien 3 règles, pardon. Mes propres règles, qui sont considérées, qui sont
correspondante à mon propre système d'information, mon propre réseau local entre cette machine et la machine physique et les autres machines virtuelles qui existent dans mon PC. Donc je vais fermer ça, c'est ça mes règles. Et maintenant je peux lancer mon IDS Snort pour écouter mon réseau. Pardon. Donc il y a aussi, c'est la commande Snort, vous pouvez taper -help pour avoir de l'aide sur toutes les options possibles à utiliser, chacune avec sa description, etc. Donc il faut un peu réviser le côté système d'exploitation pour comprendre ça. La commande que je vais utiliser, c'est snort-a. Je vais dire console en mode exécuter snort en mode console, c'est-à-dire en mode on invite commande, on peut voir qu'est-ce qui se passe en mode dans l'invite commande. -c pour donner le fichier de configuration snort.conf qui contient l'ensemble des règles, etc. Comme je peux spécifier ici le dossier des règles à utiliser. -i pour dire quelle interface je vais analyser. Est-ce que je vais analyser toutes les interfaces ou non? Donc, je vais vous montrer l'interface. ifconfig. Comme vous voyez, l'adresse que j'ai spécifiée dans le HomeNet ou bien même dans la règle, elle est correspondante à l'interface ENS33 qui permet de connecter avec la machine physique. Donc, je vais définir que c'est l'interface ENS33. Je vais lancer Snort. Ah, pardon. J'ai un problème de permission. Donc, je vais lancer Snort en mode administrateur. Voilà. Donc, il s'est configuré. Maintenant, c'est tous les protocoles. Quels sont les informations à lancer, les ports à analyser, etc. Donc, c'est la configuration. Il est en train d'écouter. Ce que je vais faire, je vais revenir à ma machine physique. Je vais lancer l'invite de commande et je vais faire un simple ping avec la machine .1.21. Je vais laisser un peu le ping marche. Si je reviens ici, j'attends un peu pour qu'il m'affiche certaines informations. Je vais arrêter ça, vérifier ici et voilà. Donc, au 23 juin à 7h56 selon l'heure, elle n'est pas réglée 7h. Donc, jusqu'à secondes, jusqu'à des millisecondes, il m'a donné quelle est la règle de Snort qui a été appliquée, s'il est 1 million 2. A packet UDP, donc il y avait un ping qui a utilisé le protocole UDP is entering or quitting the local network. Donc il y avait une certaine il y avait des pings qui ont été UDP. On peut refaire ça par la deuxième ici. Je vais récupérer mon adresse 692. Allez. Ou bien je peux la récupérer ici. Il va me donner toutes les informations. Voici l'adresse. Alors, voici. Il continue toujours. Donc, voici l'adresse source et l'adresse de destination. Donc, ça, c'est 888. C'est l'adresse de Google. Donc, il y avait certains paquets UDP qui sortent vers Google. Il y a même cette adresse-là. 172, 217, etc. Donc, il y avait des mises à jour de Linux qu'il fait. On peut surveiller le réseau à l'aise. Je vais refaire le ping ici. Je vais remarquer est-ce qu'il y a les messages de TCP. Même ici, ping 168.1.1. Alors, donc il y a des UDP
J'attends le message de TCP, je ne l'ai pas eu. Bien, il a un nombre important. Je vais arrêter ça. Et arrêter celui-là. Ainsi qu'arrêter Snort. Vous allez voir le résultat. Voici le message de TCP de ping. Donc, pardon, je reviens un peu, c'est les statistiques. Donc voilà. C'est l'adresse source, celle-là, avec l'adresse destination, les ports de communication à travers le HTTP et celui avec 47 262. C'est un paquet TCP qui vient d'être entré dans mon homenet, dans mon adresse IP locale. Autant que statistique, il a dit que la totalité des paquets reçus c'est 403, totalité des paquets analysés 402. Il y a un paquet qui n'a pas été analysé. Le outstanding, donc il y a un paquet comme j'ai dit. Il y a des paquets sur le ETH, sur l'interface ETH, le IPv4. Les protocoles UDP 34 paquets, TCP 185 paquets et CMP 176 paquets. Donc, toutes les statistiques que vous pouvez les avoir. Si on cherche dans Snort ici, est-ce qu'il a créé le fichier log? Non, il n'a pas créé le fichier log. Pas de souci. Donc, c'était ça. Snort, vous pouvez le tester. Il est gratuit. Vous pouvez protéger ou bien surveiller votre réseau local à la maison de toutes vos machines, si vous voulez. Donc, ça vous aidera à mieux contrôler votre réseau. Il y a des configurations avancées de Snort. Vous pouvez lancer des règles qui permettent de chercher un paquet. Si je vais faire un gedit. Donc voilà. Je peux dire que, par exemple, dans cette règle-là, d'utiliser l'option content pour dire tous les paquets qui contiennent celui-là. Donc, si vous recevez un paquet qui contient cette chaîne-là, ou bien une chaîne qui contient cette chaîne, pardon, qui contient les différentes, pour éviter les limites de substitution et tout, donc vous pouvez l'utiliser. Il va capter tous les paquets qui contiennent une chaîne pareille, quel que soit dans d'une façon successive, pardon, des lettres ou bien des lettres qui sont fragmentées. Donc vous pouvez les capter. Il y en a plusieurs options, plusieurs méthodes que vous pouvez les faire. Donc c'était tout ce qui concerne la détection d'intrusion, pardon, avec ces options. Donc ce qu'on a vu, les types, les limites, etc. Donc à vous voir dans une autre technique. Dans la prochaine fois, on va voir les pare-feux et leurs principes, comment les configurer, comment les utiliser, les pare-feux logiques et physiques, etc. Donc sur cela, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.